Il y a quelques années, quand on lisait Internet et poubelle côte à côte, on pensait systématiquement à la fameuse image board américaine 4chan. Cette plateforme obscure, quasi dénuée de toute modération, était le repère de détraqués en tout genre, sinistres extrémistes, pervers troglodytes et autres humanoïdes darmanisants, ce qui lui avait valu le surnom de poubelle du net. Si le site tombe aujourd'hui petit à petit dans l'oubli, il est difficile de passer à côté de l'influence qu'il a pu avoir sur la culture web et par extension sur la culture de notre génération. Une influence qui se réduit aujourd'hui à peau de chagrin. Là n'est donc pas le lien à faire avec le titre de cette vidéo. Alors, pourquoi Internet risque-t-il de devenir une décharge à ciel ouvert ? Le rapport entre notre problématique et 4chan, c'est qu'il s'est passé il y a quelques semaines un truc complètement anodin sur le site et qui est parfait pour introduire notre sujet. Au milieu des discussions des internautes sont apparus des messages estampillés générés par 4chan GPT. Des réponses en dehors de cela tout à fait normales, si ce n'est qu'elles étaient signées par des noms et prénoms aux aspects génériques qui tranchaient avec l'anonymat général du site. Ces messages ont donné des sueurs froides aux utilisateurs, et pour cause, il leur était signalé qu'ils étaient en train de discuter avec des robots, avec des intelligences artificielles, et pas n'importe laquelle. On est mi-2023, donc a priori, vous avez tous entendu parler de ChatGPT, le fameux agent conversationnel basé sur le modèle de langage GPT. C'est tout simplement un chatbot dont on parle beaucoup depuis sa sortie parce qu'il est complètement bluffant. C'est une IA qui génère du texte, et a priori, elle serait en mesure de tromper nos cerveaux de primates, tant ce qu'elle génère est crédible. OMG, c'est bluffant, effectivement. Et ben en gros, 4chan GPT, c'est le même en pire. Cette IA se base elle aussi sur le modèle GPT, mais a été entraînée spécifiquement sur des textes provenant de 4chan. On lui a fait ingérer 3 ans et demi de discussion du pire forum de l'image board, POL, Politically Incorrect, le repère de tous les néo-nazis et des pires ordures de ce site qui en concentre déjà pas mal. 4chan GPT donc a concentré tout ce qu'il y a de plus mauvais sur le pire forum du pire site des internets. Un agent conversationnel raciste, extrémiste, sexiste, homophobe et tous les trucs en iste que vous pouvez imaginer. Le tout enrobé de cynisme et d'un humour extrêmement noir. À l'époque, ça fait sensation, il y a quelques articles sur le sujet, et 4chan GPT est très rapidement éclipsé par l'actualité bouillonnante sur les IA. Mais voilà qu'un an après, les administrateurs de 4chan implémentent le robot afin qu'il commente au milieu des autres utilisateurs, et ce sur l'intégralité des boards du site, c'est-à-dire même en dehors de POL sur des forums un peu plus normaux comme Origami, Professional Wrestling, littérature, en tout cas des boards moins anormaux. Comme on l'a dit, cet événement a provoqué un véritable vent de panique parmi les utilisateurs du site. Il faut dire que les commentaires déposés étaient extrêmement convaincants. En même temps, c'est peut-être pas si dur d'imiter des gens qui tournent en rond en permanence sur les mêmes sujets. Mais cessons de faire durer le suspense, j'ai volontairement omis de dire que cette histoire s'était déroulée au début du mois d'avril, car il s'agissait évidemment d'un poisson d'avril de la part du site. En réalité, le petit watermark Generated by 4chan GPT était ajouté de manière aléatoire sur des messages postés par des vrais utilisateurs, et un pseudonyme pas très crédible leur était affublé en lieu et place du traditionnel Anonymous. Ce n'était donc qu'une petite blague, qui dura quelques jours, et Internet ne fut jamais réellement menacé d'être envahi par des intelligences artificielles nazies. Sauf que, c'est bien la question que cette blague pose. Étant donné les puissances de frappe de ces nouveaux agents conversationnels et leur capacité à générer du texte quasiment indétectable par les humains, qu'est-ce qui empêcherait des personnes et des organisations mal intentionnées de s'en servir pour couvrir le web de contenu ? Cette fois, sans le signaler d'un petit généré par GPT. Voilà qui pourrait conduire l'internet à devenir une immense décharge, où sont générés à chaque seconde des centaines de pétaoctets de contenu artificiel. Un environnement étrange où les derniers internautes humains évolueraient en silence sans parvenir à communiquer entre eux. C'est déjà une situation qui est techniquement rendue possible par les performances des chatbots, qu'on pourrait allier avec d'autres technologies pour automatiser les contributions et littéralement inonder les réseaux sociaux, les forums, tous les espaces commentaires de tous les sites du monde. Bref, envahir tous les endroits où les humains échangent aujourd'hui, et ce dans l'objectif de manipuler l'opinion, de fabriquer des sortes de réalités alternatives et complètement fake. Vous saviez que selon le Bad Bot Report publié par Imperva en 2022, il était déjà mesuré que seuls 57% du trafic sur internet était d'origine humaine, ce qui veut dire que les 43% restants sont réalisés par des machines. Et si on ajoute à ça que sur ces 42%, 2 tiers étaient des robots malveillants, vous commencez à comprendre que le titre de la vidéo il est pas si aguicheur que ça. Maintenant que nous avons les moyens techniques pour noyer l'humanité sous un raz-de-marée de contenu généré par ordinateur, Internet va-t-il devenir une immense poubelle artificielle où des poignées d'humains naviguent entre d'infinis horizons algorithmiques ? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode d'Interface Homme-Machine. Le représentant le plus classique des robots sur le web, celui qui existe depuis aussi longtemps que l'internet lui-même, c'est le spam. Que ce soit des promotions pour agrandir votre membre viril, ou cet oncle éloigné qui est parti vivre au Niger et qui est devenu prince, qui découvre qu'il n'a plus d'héritier légitime à part vous, et qui voudra donc vous confier sa fortune, trop sympa ce tonton. Le spam prend souvent la forme de courriels indésirables, envoyés dans les boîtes mail du monde entier, la plupart du temps pour mettre en place des petites arnaques, faire la promotion de produits douteux, ou transférer des virus. Bon, c'est une histoire qui est relativement connue, mais je pouvais pas me priver du plaisir de vous la conter
raconter à nouveau l'origine du mot spam. Initialement, le spam, c'est la contraction du mot spiced, épicé, et de ham, jambon. C'est donc du jambon épicé. Le spam était donc tout simplement du jambon épicé, mis en conserve, un produit lancé par la compagnie agroalimentaire Hormel Food un peu avant les années 30. A priori, absolument aucun rapport avec Internet. Hormel, à l'époque, avait lancé sur les ondes radiophoniques une campagne publicitaire pour son produit, durant lesquelles on pouvait entendre la délicate chanson Spam, 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 Hormel's new miracle meat in a can. Ou un truc comme ça. Bon, en vrai, j'ai inventé la chanson, j'ai pas réussi à retrouver l'enregistrement, mais vous avez l'idée. La campagne marketing reposait sur le matraquage du nom du produit. Spam, 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 spam. Un ressort de communication qu'on retrouvait aussi sur les affiches publicitaires de l'entreprise. Et comme à chaque fois qu'une pub est un peu trop agaçante, Carglass répare, Carglass remplace, on voit des parodies apparaître. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas la peine de s'en occuper ? Le fameux sketch qui rendra célébrissime le spam dans le monde anglo-saxon paraît dans les années 70 et est signé Monty Python. Dans la scénette présentée par l'ineffable troupe de comiques britannique, une tenancière de pub énonçant le menu ne peut s'empêcher de placer le mot spam à tort et à travers. La marque devenant de plus en plus envahissante dans le discours des personnages, un peu comme les placements de produits dans les vidéos de Cyrus North. Spam, spam, bacon, sausage and spam, spam, egg, spam, bacon and spam. I don't like spam. Bien entendu, c'est de l'humour anglais, donc le truc va plus loin. Des vikings dans le pub se mettent à entonner des chants de spam, spam, spam. Et vous avez compris l'idée, on se moque des campagnes de pub de Hormel qui consistent à répéter le mot spam à tout bout de champ. Dès les premiers pas de l'internet démocratisé, des fans des Monty Python se mettent à poster des dizaines, des centaines de messages contenant uniquement le mot spam au milieu de discussions qui n'ont rien à voir en référence au fameux sketch. Au-delà d'être une pratique parfaitement désopilante, écrire spam partout donna par métonymie son nom à la pratique du spamming, c'est-à-dire la pratique de polluer des discussions, des boîtes mail avec du contenu indésirable, s'élargissant ensuite aux messages automatisés, au flooding, etc. L'équivalent moderne de ces fans de Monty Python seraient probablement les fanboys cringe d'Alexandre Astier, qui ne peuvent se retenir d'envoyer des gifs animés et des extraits vidéo de Kaamelott dans des discussions qui n'ont absolument aucun rapport, des gimmicks entendus des centaines de millions de fois, ne générant guère plus le rire que la rage chez les autres internautes non astyrolâtres. Je sais, là je vais pas me faire que des copains avec cette balle gratos. Mais si je prends le risque de me faire harceler par la communauté du royaume de Kaamelott, c'est bien parce que derrière ces spammers, ce sont des humains qui vont voir cette vidéo, se sentir blessés parce que j'aurais critiqué leur humour et taper rageusement dans l'espace commentaire. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Mais voilà, ils sont pas drôles, mais ça reste des humains. Et malgré leur puissance de nuisance importante, tout aussi cringe qu'ils soient, les astyrolâtres n'ont pas la capacité de faire d'Internet une poubelle. Ils essayent, mais ils y arrivent pas. Et c'est là qu'entrent en jeu nos robots. On a cité au début de la vidéo le chiffre impressionnant que un internaute sur deux était en réalité une machine. Ce chiffre est issu du rapport d'Imperva, une multinationale spécialisée en cybersécurité, et qui publie annuellement le Bad Bot Report, fruit de ses analyses sur le web mondial. Ce qu'on qualifie ici de bots, de robots, ce sont des programmes qui vont charger des pages web, interagir avec elles, consulter du contenu, envoyer des requêtes, un peu comme le ferait un humain, sauf que cette fois il y a personne derrière le clavier. À première vue, ça peut sembler complètement débile et sans intérêt, mais dans la réalité, ces robots y servent des desseins bien précis. Pour ceux qu'on appelle les good bots, les gentils robots, l'activité la plus répandue, c'est simplement de référencer le web. Généralement contrôlés par des moteurs de recherche comme Bing ou Google, ces robots vont charger des pages web, analyser leur contenu, et ainsi lui associer des mots-clés et des catégories afin que les humains puissent les retrouver en faisant des recherches dans les moteurs. Par exemple, je sais que si je tape Alcide sortie d'usine sur Google, je vais tomber sur des vidéos instructives qui font réfléchir et surtout qui sont délivrées avec un humour fin. Ces good bots, ils représentent un trafic important, environ 15% du trafic mondial, mais on sent bien que c'est pas eux qui vont faire d'Internet une poubelle. Ils ne font qu'observer sans intervenir. Un peu comme quand ton midlaner regarde Katarina descendre vers la botlane sans prendre la peine de ping SS. C'est bien les autres robots, les bad bots, dont il faut se méfier, et leurs effectifs sont près de 2 fois plus nombreux. Les activités des bad bots, elles, sont beaucoup plus variées, mais elles ont pour point commun d'avoir des finalités malveillantes. La liste de ces méfaits automatisés, elle est longue. On retrouve beaucoup de scrapping de contenu, avec des robots qui enregistrent des pages pour en créer des copies frauduleuses visant à remplacer les originales. On a des automates qui cherchent à prendre le contrôle de comptes utilisateurs en spammant les organes d'authentification. Du déni de service via l'envoi d'un nombre de requêtes suffisant pour faire tomber les serveurs ciblés. Des automates qui bloquent complètement des petits sites de e-commerce en achetant virtuellement tous les articles qui y sont disponibles. Du hack de carte bleue. Enfin bref, plein de petites arnaques qui exploitent les failles des sites web mal protégés afin de leur nuire et potentiellement d'apporter un profit à l'organisation qui contrôle les bad bots. Rien de
très sympa donc, mais pas non plus de quoi tuer Internet. Non, on y arrive, le profil qui nous intéresse dans cette liste et qu'on n'a pas encore cité, c'est le robot créateur de contenu. Le concept est très simple, des programmes vont créer des comptes utilisateurs fictifs à la chaîne sur des plateformes et exploiter ces fakes pour les inonder de messages indésirables, tromper les utilisateurs et encore une fois réaliser des petites arnaques. Vous devez être assez familier de ces bots si vous utilisez encore Facebook, où des robots sexuels pullulent littéralement. Et calme-toi tout de suite, Cyrus North, les robots sexuels dont je parle, ils ont pas d'autres organes siliconés que les processeurs qui leur permettent de bombarder les boomers de liens de phishing parsemés de phrases mal traduites. Je vous ai préparé un petit florilège. Rencontre chacougar gratuit, babillard électronique. J'ai appris un nouveau mot, babillard. Les groupes équestres trouvent d'autres amoureux des chevaux seuls. Là, c'est un peu flippant. Votre bite va pulser avec un plaisir total ce soir. Poussez. Des milliers de filles horribles. Ouais, ça fait envie. Moi aussi, j'étais comme vous au début, j'étais très tenté, et puis j'ai eu une triste révélation dans ma discussion avec Abby. Au milieu des habituels babillards que nous échangions depuis plusieurs semaines, ma nouvelle relation épistolaire a montré son vrai visage en lâchant une flopée de caractères numériques. Et à ce moment-là, je crois que j'ai eu de l'empathie pour Cyrus North. Je vous rassure, ça va pas durer longtemps. Bref, on a bien rigolé, mais ces robots conversationnels, on les retrouve aussi dans des situations bien moins marrantes. Quand Elon Musk est en train de racheter Twitter en 2022, et qui cherchait des excuses pour revenir sur son engagement d'acquisition, l'homme le plus riche des États-Unis a invoqué le taux d'utilisateurs réels inconnus sur le réseau social. Un taux qui serait d'après lui bien inférieur à celui annoncé par Twitter, dont la direction promettait qu'il y avait moins de 5% de robots sur la plateforme. Alors, c'est difficile d'évaluer la réelle proportion de ces bots. D'après les études que j'ai lues, on retrouve des taux qui varient entre 10 et 20%, je vous mets des liens en description. Quoi qu'il en soit, c'est un véritable enjeu pour Twitter, qui annonce supprimer 1 million de comptes robots par jour. 1 million de comptes robots par jour. Pourquoi se donner tout ce mal pour supprimer les comptes robots ? Et surtout, pourquoi créer des comptes robots en premier lieu ? Parce que dans ces comptes automatisés, on va retrouver des good bots, qui tweetent par exemple pour diffuser des scores de compétitions sportives en temps réel, pour partager les articles d'un site de médias en ligne, ou encore pour poster chaque jour une image d'opossum, rien de bien méchant en soi. Ce qui est en revanche beaucoup plus dangereux, c'est que certaines organisations utilisent ces robots pour manipuler l'opinion. Vous avez probablement déjà entendu parler des bots russes, ces fameux comptes automatisés gérés depuis la Russie, accusés d'influencer l'opinion publique dans les pays occidentaux afin notamment d'y donner une bonne image de Vladimir Poutine, notamment via le partage de fake news et de versions alternatives des faits. C'est devenu un peu une tarte à la crème cette accusation d'être un bot russe, on la retrouve un peu à toutes les sauces. Globalement, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec la version de Macron sur internet, c'est un bot russe. La Russie a-t-elle voulu manipuler l'opinion française dans l'affaire Benalla ? Tout part en fait d'une étude de Desinfolab, une ONG belge qui lutte contre la désinformation. Cette analyse évoque dans ses résultats partiels un gonflement artificiel du nombre de messages sur Twitter relatifs à l'affaire Benalla. Des comptes russophiles, des comptes dont certains seraient automatisés, c'est-à-dire qu'un robot serait derrière, les contrôlerait. Ces résultats partiels sont pris très au sérieux par beaucoup d'internautes, par plusieurs responsables de la majorité, comme Benjamin Griveaux, le porte-parole de la majorité. Pourquoi c'est simple ? Parce que ce gonflement artificiel prouverait que l'affaire Benalla n'intéresse finalement pas réellement les Français au sens large. L'étude finale parue avant-hier est beaucoup plus prudente. Rien ne permet d'affirmer qu'une ingérence russe organisée a cherché à amplifier l'affaire Benalla sur Twitter, dit-elle. Des conclusions renforcées par celles d'une autre étude. Probablement que si vous vous êtes jamais fait traiter de bot russe sur internet, c'est que vous avez des positions assez consensuelles. L'influence des IA sur des événements comme le Brexit ou l'élection de Trump en 2016 reste un sujet très débattu. Encore aujourd'hui, 7 ans plus tard, on retrouve des études qui essayent de démêler le vrai du faux. Même si c'est probablement les exemples les plus flagrants de manipulation de l'opinion, comme on trouve encore des résultats contradictoires, je vais plutôt me baser sur d'autres exemples pour illustrer mon propos. Dans une étude de 2014, à mi-chemin entre la cybersécurité et la sociologie, une équipe de chercheurs australiens, après avoir rappelé l'importance de Twitter et des autres réseaux sociaux, notamment dans les révolutions du printemps arabe ou dans les élections des premières années 2010, s'interroge sur la possibilité que des robots puissent influencer l'opinion des utilisateurs de ces médias. Un des résultats importants de leur étude, c'est de montrer que le nombre de retweets, de j'aime et de commentaires permet à une narration des événements de s'imposer par rapport à d'autres visions moins diffusées en ligne. Et dès 2014, et c'est assez pionnier, ils analysent le taux de robots observés sur les plateformes en fonction des séquences politiques, et indubitablement, ils se rendent compte que dans les périodes d'élection, ce taux de robots augmente largement. Ils montrent par ailleurs, et je trouve ça important pour bien les qualifier de bad bots, que les robots ont beaucoup plus tendance à partager des fake news que leurs homologues humains. Bref, les bad bots se sont utilisés ici pour créer du volume, partager de l'information orientée voire falsifiée, et tout cela de manière coordonnée pour servir une organisation. Il y a donc bien des personnes qui mettent en place des armées de robots pour manipuler l'opinion publique. Quelques années plus tard, les possibilités offertes par ces robots se sont clarifiées.
On retrouve bien identifié la possibilité de forcer un narratif en partageant de fausses informations et en générant un consensus factice, avec l'illusion de la majorité. De la même manière, les robots permettent de créer des popularités imaginaires à des personnalités publiques au départ insignifiantes, en simulant des followers et des interactions. Perso, j'en aurais bien besoin sur mon Twitter, j'y suis un terrible anonyme, n'hésitez pas à aller m'y follow, je shitposte une fois toutes les 2 semaines environ. Mais le plus intéressant, au-delà du narratif, c'est bien dans l'interaction avec les humains que les robots sont devenus plus performants. Dans une étude publiée en 2017, intitulée « L'effet des tweets sur les tweetos, réduction expérimentale du harcèlement raciste », le chercheur Kevin Munger a mis en place des robots capables d'aller discuter avec les utilisateurs proférant des insultes racistes sur le web et de les convaincre de ne plus le faire. Aussi ouf que ça puisse paraître, ça s'est montré efficace. Alors dans ce cas-là c'est plutôt positif, le chercheur allait pas enrôler des terroristes. Ah si, ça a été testé aussi? Et c'est aussi efficace? Bon bah parfait, ça illustre mon propos, les dérives elles peuvent arriver rapidement. En 2023, ce qui a été prédit il y a 10 ans se confirme bien. Les robots influencent les élections, la prise de décision des législateurs, et manipulent globalement l'opinion publique à la faveur des organisations qui les contrôlent. Mais surtout, les robots se sont considérablement sophistiqués. Ils sont par exemple capables d'intégrer dans leurs messages des images qu'ils sont allés chercher eux-mêmes sur internet pour illustrer. Mais surtout, ils produisent des textes de plus en plus crédibles et de manière tout à fait autonome, si bien que même l'internaute alerte ne serait capable de le différencier d'un humain. OMG, c'est bluffant, effectivement. C'est ce qui s'est passé avec ChatGPT. L'agent conversationnel et surtout le modèle de langage qui se trouve derrière est devenu suffisamment performant pour qu'il soit quasiment impossible de distinguer si on parle à un robot ou un humain. En fait, on appelle ça le test de Turing. Si un humain, en discutant avec une intelligence artificielle, n'est pas capable de savoir s'il discute avec l'un de ses congénères ou avec une machine, on dit que la machine a passé le test de Turing. Ce qui n'est à ma connaissance pas encore arrivé aujourd'hui, et c'est tant mieux. Si GPT ne passe pas encore le test de Turing, c'est tout simplement parce que ses concepteurs l'ont entraîné à régulièrement dire « N'oubliez pas que je suis un modèle de langage, je ne suis pas un vrai humain ». Des phrases trahissant généralement le fait que votre interlocuteur n'est pas un vrai humain mais un modèle de langage. Cette surcouche d'entraînement, elle ne permet pas au grand public de mener lui-même des tests de Turing sur GPT ou sur tout autre agent conversationnel. Et s'il n'y avait pas cet entraînement, on ne sait pas trop s'il le passerait le test de Turing. Et OpenAI, la société en question, n'a pas communiqué du tout sur le sujet. Cependant, au vu des progrès absolument dingues qu'on fait ces derniers mois, il me semble techniquement probable qu'on arrive à passer le test de Turing incessamment sous peu. Dans ce cas, l'IA deviendrait complètement indétectable pour les humains. Et on voit que c'est quelque chose qui devient très crédible. C'est pour ça que les utilisateurs de 4chan, ils ont marché à fond dans le poisson d'avril. Ils étaient persuadés qu'ils étaient en train d'échanger avec des robots alors que c'était des humains. C'est quand même rigolo, plutôt que de faire passer des machines pour des humains, on a fait passer des humains pour des machines et tout le monde y a cru. Ce poisson d'avril, il a un goût amer parce qu'il pue la réalité. Et c'est là, enfin, qu'on peut parler de la mort d'Internet. Imaginez des armées de robots complètement indétectables qui posteraient du contenu sur toutes les plateformes, tous les lieux d'échange, tous les blogs, tous les forums, tous les réseaux sociaux, dans le seul et unique but de défendre le narratif de l'organisation qui les contrôle. Forcément, comme on a vu que le volume des messages était maître en termes d'influence, les narratifs concurrents seraient obligés eux aussi de recourir à des robots dans des volumes équivalents afin de rester dans la compétition. On voit bien que ça pourrait entraîner une course à l'armement, avec des volumes de robots toujours de plus en plus grands. J'insiste sur le fait que tout ça, techniquement, c'est à portée de clic, et que la logique que je vous propose d'une course au volume, elle est loin d'être improbable. Et le souci dans tout ça, c'est que nous les humains, on n'a pas une capacité de contribution extensible. On ne pourra pas rester dans la course des robots. Donc petit à petit, nous deviendrions une quantité négligeable au milieu de ces immenses amas de contenu artificiel. On pourrait imaginer alors que les humains chercheraient à se regrouper entre eux afin de pouvoir quand même échanger, qu'il y a un intérêt. Mais sachant que les robots seraient devenus indétectables et que leur but premier c'est quand même d'aller influencer des cerveaux réels, des humains, on voit bien que les choses ne sont pas si simples que ça. Nous n'aurions alors plus le choix que d'être les spectateurs d'un web automatisé, croulant chaque jour sous le gigantesque poids des pétaoctets de messages à la gloire de Darmanin ou de Fabien Roussel. Une sorte de musée des automates cauchemardesque où une poignée d'humains évoluerait sans jamais se croiser. Bon, jusqu'ici je parle d'influence politique parce que c'est plus sensationnel, mais on voit bien que l'équivalent avec la pub pour les produits de grande consommation, il existe facilement. Tout comme la réplication de contenu, les arnaques aux sentiments, etc., etc. Internet pourrait bien devenir cette vaste décharge à ciel ouvert. Mais ne perdons pas tout espoir, on a bien des solutions techniques pour s'en prémunir. L'identification des faux comptes, on l'a dit tout à l'heure, c'est un vrai enjeu pour les plateformes. 1 million de faux comptes supprimés par jour par Twitter, c'est pas de la rigolade. Mais cette lutte contre les robots, c'est pas tout à fait nouveau non plus. Vous avez sûrement remarqué que sur Gmail, par exemple, on reçoit beaucoup moins de spam qu'à une époque. C'est parce que Google a depuis longtemps mis en place des algorithmes permettant de filtrer les messages indésirables, le spam, des courriels qu'on a vraiment envie de recevoir, qu'on appelle le ham en opposition, donc c'est juste jambon, passe pas ici. Ironie du sort, ces algorithmes fonctionnent eux aussi avec des intelligences artificielles. On combat le feu par le feu. Par exemple, pour identifier du texte généré par GPT, on a déjà inventé des intelligences artificielles,
comme par exemple 0GPT. En entrée, on met un texte, lui il l'analyse et il nous sort un pourcentage de probabilité que ce soit humain ou artificiel. Je vous laisse aller essayer, en vrai c'est assez bluffant, ça marche assez bien. Et là encore, on voit qu'ils sont meilleurs que les humains. De la même manière, les plateformes de réseaux sociaux analysent les comportements des utilisateurs afin d'essayer de détecter ceux qui sont anormaux. C'est rassurant, mais comme le rapport le souligne d'Hyperva, les bad bots aussi ont tendance à évoluer. Et malheureusement, il semblerait qu'ils le fassent plus vite que les algorithmes de détection, puisque la proportion d'évasifs bad bots, c'est-à-dire les bad bots évitant les mesures de sécurité, a tendance à augmenter avec le temps. On retrouve encore cette idée de course à l'armement de l'intelligence artificielle, entre celles qui sont malveillantes et celles qui sont censées nous en protéger. En termes d'évolution, par exemple, les programmes qui autrefois créaient des comptes en envoyant des requêtes, donc c'est-à-dire pas comme nous qui utilisons des navigateurs web, vont aujourd'hui imiter des comportements humains en déplaçant des souris et en cliquant sur des boutons. Bref, dès qu'on trouve un nouveau truc pour les repérer, les IA évoluent pour encore mieux imiter les humains. Et ce qui est terrible, c'est que c'est exactement comme ça qu'une IA s'entraîne. Elle apprend de ses erreurs et adapte son fonctionnement pour qu'il tende vers les solutions adaptées, celles qui ont eu du succès. Parallèlement, il est beaucoup plus difficile de faire évoluer les intelligences artificielles de sécurité, parce qu'une fois qu'elles ont bloqué un message, bloqué un compte, elles n'ont aucun moyen de confirmer s'il s'agissait d'un humain ou d'une machine. Donc elles exécutent, mais elles ne s'entraînent pas, elles ont toujours besoin qu'un humain vienne et derrière dise « bon bah ça c'était bien, ça c'était pas bien ». Forcément, les capacités d'entraînement des algorithmes de détection, elles sont bien moindres que celles de leurs concurrents les bad bots. Donc pour l'instant, il semblerait qu'on évite encore la catastrophe. Mais vu le boom des modèles de langage et des intelligences artificielles, il va probablement devenir de plus en plus difficile de ne pas voir Internet se transformer en un no man's land artificiel. Maintenant, en décrivant tout ce bazar d'IA et d'apocalypse numérique, je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis rendu compte qu'il se passait autre chose sur Internet. Que cette fin du monde digital, ou du moins cette fin du monde digital tel que nous le connaissons, elle était en quelque sorte déjà là. Et qu'il n'y avait pas besoin de robots pour y arriver. Parce que ce risque de voir Internet se transformer en no man's land, il reflète en réalité une tendance qui existe depuis au moins une dizaine d'années. Internet est de moins en moins collaboratif. Si vous êtes né dans les années 90, vous avez dû connaître l'époque des blogs, des forums, peut-être même des chats IRC, tous ces espaces horizontaux où chacun pouvait créer son propre contenu, échanger d'égal à égal avec des inconnus, et globalement partager ses passions en créant de nouveaux espaces d'expression. Personnellement, j'ai grandi avec, et je me rends compte de tout ce que ça a pu m'apporter en termes de créativité, de culture et de connaissances plus généralement. Ce petit monde fait de MySpace, de Skyblog, Superforum et autres live chat, il a petit à petit laissé la place à quelque chose qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux. Ce qui a permis à Internet de devenir moins confidentiel et plus généralisé. Par rapport aux précédents lieux d'échange, les réseaux sociaux permettent toujours de mettre du contenu en ligne, mais c'est plus leur fonction première. C'est des plateformes qui sont beaucoup plus incarnées, qui concentrent les échanges entre personnes qui se connaissent déjà dans la vraie vie, et qui ont en quelque sorte une sorte de prolongement de leur vie réelle sur Internet. Le changement est pas forcément évident au premier abord, mais la différence c'est que les réseaux sociaux n'ont pas vocation à être un lieu de création. Naturellement, ils conduisent à plus discuter avec nos proches, notre entourage, qu'avec des inconnus totaux dont nous partageons les passions. Il y a une translation toute naturelle entre des regroupements par passion vers des regroupements par cercles sociaux, ce qui place moins les utilisateurs dans une position de création que dans une position de partage. On cherche moins à proposer du contenu original, à apporter sa pierre à l'édifice, qu'à partager la dernière vidéo de chat sur Dailymotion avec ses copains. Et c'est tout à fait normal, hein. Moi aussi j'adore partager des vidéos de chat avec mes copains. Je précise parce que j'ai conscience que le discours fait gros boomer. En plus, cet argument, il est pas évident, parce que la transition, elle s'est vraiment faite lentement, sur une quinzaine d'années. Mais il y a vraiment eu un déplacement des échanges numériques sur des plateformes qui favorisent moins la création collaborative. La nature de l'usage qui est fait majoritairement du web a changé. La meilleure illustration pour justifier cette évolution, c'est de regarder des plateformes qui existaient déjà dans l'ancien Internet et de voir comment elles sont aujourd'hui. Un exemple qui m'a particulièrement frappé ces dernières années, c'est celui de Airplace. Ce petit jeu éphémère lancé par la plateforme Reddit, très commenté et très médiatisé en 2022, consiste tout simplement à créer des œuvres collaboratives. Sur une période de quelques jours, chaque utilisateur peut poser un pixel de couleur à intervalles réguliers afin de créer des jolis dessins en organisant ce coloriage avec sa communauté. Ce qui est intéressant, c'est de comparer le déroulé de l'édition 2022 avec celle qui avait eu lieu seulement 5 ans plus tôt en 2017. Et rien qu'en une demi-décennie, on la voit la différence. Là où en 2017, l'œuvre s'était agencée autour de communautés d'intérêt, d'anonymes qui unissaient leurs forces pour créer un logo, un personnage, quelque chose qui les représentait eux et leur passion. La situation fut très différente en 2022 puisque le jeu fut très rapidement détourné par des influenceurs et des streamers qui déployèrent une force de frappe impressionnante pour prendre le contrôle de Airplace. Alors certes, la France fut particulièrement bien représentée puisque les streamers parvinrent à unir leurs forces pour jeter toutes ensemble leur communauté à l'assaut des pixels, mais il y a tout de même
même quelque chose qui m'a foncièrement gêné dans le déroulé des événements. Là où en 2017, on observait encore sur la toile de Airplace une prépondérance des espaces web agencés autour de la création, du partage d'une passion commune, dans une forme d'horizontalité, en 2022, ce furent bien les streamers et leurs armées de spectateurs qui dominèrent le tableau, en déroulant des dispositifs de commandement bien plus verticaux. Évidemment, c'est logique, hein. Dans ce genre de compétition, un bataillon massif, organisé sous l'autorité d'un chef unique, ou en l'occurrence d'un ensemble de chefs, sera toujours bien plus efficace que des gentils égalitaires désorganisés. Bon, après ça c'est si on regarde l'efficacité, parce qu'après sur d'autres qualités... Mais au-delà de l'esthétique des œuvres produites, sujet bien trop subjectif pour être abordé ici, je trouve que ça symbolise bien la manière dont les internautes passent progressivement d'une posture de contributeur à une posture de spectateur. Ce phénomène se voit d'ailleurs plus généralement sur Reddit. La plateforme modifie régulièrement ses algorithmes de recommandation qui vont avoir tendance à pousser de plus en plus du contenu très performant à tout le monde, ce qui va laisser moins de place aux petits créateurs, aux petites communautés, et mécaniquement décourager le processus créatif. Parce que ça sert à rien de poster des choses si personne ne le voit. C'est aussi quelque chose qu'on peut voir sur Twitter. Historiquement, le réseau était plus orienté autour des follow. Des petites communautés se créaient, de gens qui se connaissaient pas forcément avant, et ce qu'on voyait sur Twitter, c'était les tweets des gens qu'on suivait. Depuis quelques temps, la part belle est faite aux tweets recommandés. Des contenus jugés performants et donc diffusés à grande échelle par les algorithmes, réduisant ainsi au silence les plus petits contributeurs. Encore une fois, on verticalise, avec une variété des contenus qui diminue, et un internaute moyen qui s'enfonce de plus en plus dans sa position de spectateur passif. Il est difficile d'identifier les raisons profondes de cette verticalisation. On pourrait citer par exemple la généralisation des algorithmes de recommandation, sur lesquels j'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a un peu plus d'un an et demi, vous pouvez toujours aller la voir, je sais pas ce qu'elle vaut. Mais on peut aussi y voir la conséquence de l'arrivée des grandes entreprises de médias sur internet. Il est en effet plus rentable de produire quelques contenus performants, monétisables à grande échelle, qui demandent un investissement plus important, mais concentré dans un groupe de personnes, plutôt que de rémunérer des milliers d'ados à travers le pays qui font chacun des vidéos dans leur chambre. Pour faire du bénéfice, on concentre nos investissements, et on touche ainsi de grosses parts de marché, elles aussi concentrées. Forcément, ça veut dire moins d'audience pour la petite compétition, et ça incite les internautes à rester dans leur posture de spectateur, et surtout à ne pas se lancer dans l'aventure de la contribution. S'il n'y a aucun débouché à la création, alors autant rester complètement passif. Et c'est aussi ce qu'on observe sur YouTube. La course à la performance s'accompagne d'une diminution du nombre de contenus mis en avant. La petite et même la moyenne concurrence ont donc de plus en plus de mal à trouver leur place. Ce qui fait dire à beaucoup d'habitués que la plateforme est en perte de vitesse. Pourtant, il y a toujours des chaînes qui font des nombres de vues records, mais elles se comptent sur les doigts de la main et elles déploient pour ça des budgets impressionnants. Le nombre de viewers ne décroît pas forcément, mais sa concentration sur un petit nombre de contenus s'intensifie, limitant ainsi les possibilités de Monsieur Tout-le-Monde. C'est encore un symbole de cette verticalisation. YouTube s'éloigne de plus en plus de la plateforme d'amateurs qu'elle était autrefois, où tout le monde était à la fois contributeur et spectateur. Et pour reboucler avec 4chan, il est assez marrant de voir que le site est un représentant hyper caricatural de cet ancien internet, y compris de ses défauts. Une image board anonyme, donc hyper horizontale puisque personne ne peut jouer de son statut ou de son identité, avec toujours en 2023 absolument aucune recommandation de contenu, c'est les posts les plus récents qui s'affichent en premier. Aucune hiérarchisation entre les posts et les images, aucune modération. 4chan a toujours été un ovni sur internet parce que hyper réactionnaire, immoral, dégueulasse. Et pourtant, force est de constater qu'il a été une source majeure de la culture web d'aujourd'hui. Parce que justement, cette horizontalité, elle était hyper propice à la création. Si tout le monde est sur un pied d'égalité, personne n'a de raison de se censurer et de pas participer. Malgré toutes les horreurs que ça peut produire et que j'ai pas envie de citer parce que je préfère dormir ce soir, ça fait de tout le monde un contributeur potentiel. Et vu la quantité astronomique de mèmes et de culture web que ça a engendré, c'est probablement plus propice à l'originalité que Squeezie les imposteurs épisode 2311. D'ailleurs, c'est probablement le côté hyper réac du site qui l'a maintenu dans cette espèce de formole de l'internet d'avant, les anonymes refusant toute forme de progrès et d'évolution observée sur le reste d'internet. Et c'est aussi ça qui crée le contraste aussi marqué avec le nouveau monde digital où nous ne sommes pas tant des citoyens dans un agora que des spectateurs disposant d'un pouce en haut et d'un pouce en bas. Alors, en conclusion, et en réponse à la question qu'on s'était posée au début, il ne s'agit peut-être pas de savoir si Internet va devenir un univers de robots, poussant l'humain dans un enfer de solipsisme, ou être autre chose que spectateur n'aurait aucun sens. Mais plutôt de se demander si, même sans IA, nous n'aurions pas déjà pris la route de cet univers froid que l'humain moyen se contente de traverser en silence. Cette verticalité croissante du web, c'est un sujet qui m'importe beaucoup et dans lequel j'aimerais bien revenir dans le prochain épisode d'Interface Homme-Machine, notamment à travers la figure méconnue de Douglas Engelbart et de la beaucoup plus célèbre plateforme TikTok. Parce que vous allez voir, tout le monde critique TikTok, mais moi je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à y voir dedans. Alors pour ne pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce de spectateur passif, un commentaire si vous vous sentez l'âme d'un horizontal, ou que vous voulez m'insulter mes grands morts et critiquer ma hot take, qui a probablement plein d'angles morts, j'en suis sûr, mais j'ai hâte d'en discuter avec vous en commentaire. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour remplir toutes les captchas qui parsèment votre vie, c'était Alcide pour Sortie d'usine, gros bisous. Oh non.
Putain, Toulouse vient de battre Nantes 5-1. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? Monaco qui a battu l'OM. Attends, mais on s'en fout.